Alors, je vais vous présenter maintenant de façon plus spécifique cette étude, l'étude Frisbee. Alors, ce n'est pas parce que professeur Baudy et professeur Berman jouent au Frisbee dans le jardin de Brugman. Ça aurait été peut-être plus simple. Enfin, la gériatrie est tout proche, donc c'était dangereux pour moi. Et c'est en fait un acronyme pour dire quoi? Mais ce terme résume assez bien ce que ça veut dire. Donc, c'est une enquête épidémiologique. Donc, on va analyser des facteurs de risque de fracture et enregistrer la survenue d'événements, dans ce cas-ci, donc des fractures. Dans la région donc, de Bruxelles, d'où le B qui se trouve là, et c'est l'évaluation du risque fracturaire, d'où cet acronyme Frisbee. Alors pourquoi on va lancer ça? Pour développer des modèles de prédiction de risque fracturaire. Pour chaque patiente, le médecin que la patiente consulte puisse lui dire de façon assez précise quel est son risque de présenter une fracture ostéoporotique, bien sûr. Alors, vous savez que la densitométrie, puisque vous l'avez toutes subi, puisque vous participez à l'étude Frisbee, la densitométrie permet d'évaluer la masse osseuse. On diagnostique donc une ostéoporose par un certain seuil, peu importe, ce sont des mesures techniques. Et il y a 3 groupes de conclusions. Vous êtes ostéoporotique, vous êtes ostéopénique, le stade qui précède l'ostéoporose, donc à la densitométrie, ou vous avez une masse osseuse normale. C'est un facteur, une masse osseuse basse est un facteur de risque fracturaire majeur. Le problème, c'est qu'au moins 50% de ces fractures de fragilité vont survenir chez des patientes qui ont une masse osseuse qui n'est pas dans la zone d'ostéoporose. Ils sont soit ostéopéniques ou même une masse osseuse normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs de risque. Des facteurs de risque qui sont donc indépendants de la masse osseuse. Et il convient donc de prendre en compte ces facteurs de risque autres que la masse osseuse pour améliorer l'estimation du risque fracturaire d'une patiente. D'où le développement de modèles de prédiction. C'est surtout l'OMS qui a développé ça par un acronyme qui s'appelle FRAX, qui est disponible dans le monde entier, qui a été adapté à chaque pays, mais nous verrons que ce n'est loin d'être parfait. Et c'est pour ça que nous avons développé cette étude Frisbee belge. Et donc ce modèle FRAX, peut-être que certains de vos médecins l'utilisent, est disponible aisément en ligne. Vous tapez FRAX, vous avez le site, et vous rentrez votre masse osseuse, ou le médecin rentre votre masse osseuse a priori. Il y a quelques facteurs de risque qui sont importants ici. Donc, M. Berman vous en a parlé de plusieurs. Le médecin clique et il a le risque de fracture ostéoporotique majeure, celle que j'ai définie dans mon exposé précédent, ou le risque de fracture de hanche avec une perspective de 10 ans. Donc, grâce à cet outil, qui a quand même été d'un apport absolument énorme, on a une estimation qui n'est pas d'une précision extraordinaire, mais enfin une estimation quand même de risque fracturaire ostéoporotique à 10 ans. C'est très bien, mais il y a des limitations, comme en tout. Mais le FRAX fut quand même la première grande étape vers le développement de ces modèles de prédiction de risque. Quels sont ces problèmes? Je ne les ai pas listés tous. Les principaux sont qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui ne sont pas pris en compte là-dedans. Par exemple, les chutes. Il y a une nouvelle version du FRAX qui sortira dans le futur, mais pour l'instant, elle n'est pas disponible. Et généralement, une fracture porotique ne survient pas toute seule, survient le plus souvent suite à une chute.
Ça repose sur des études anciennes avec des données souvent incomplètes parce que ce sont des bases de données. Donc on interroge. La méthodologie était un peu variable, ça c'est plus technique. Les données étaient souvent incomplètes. Par exemple, il y a un Frax belge parce que c'est supposé être adapté à chaque pays. Mais vous serez surprise qu'on a des données précises sur le nombre de fractures de hanche, mais pas sur les autres fractures. Et donc, ils ont adapté ça en fonction des autres fractures dans d'autres pays. Et c'était particulièrement adapté à la Suède parce que leurs données sont d'excellente qualité, mais l'incidence des fractures, le risque fracturaire n'est pas le même en Suède qu'en Belgique, ce qui fait que ce modèle Frax belge n'est en fait pas correct, pour être clair. D'autre part, fracture ostéoporotique majeure que le Frax donne aux médecins, il y a une controverse sur ce que c'est qu'une fracture ostéoporotique majeure. Puis d'autre part, pour des personnes âgées, leur donner un risque d'un accident, d'une maladie qui va survenir 10 ans après, c'est un horizon lointain. Si vous avez 80 ans ou 85 ans, si on vous dit à 10 ans, votre risque de présenter une fracture est de 30%, souvent la patiente va me répondre, vous savez, dans 10 ans, moi je ne serai plus là. Donc on a intérêt à avoir des modèles qui prédisent les choses avec un horizon qui est moins lointain. Et voilà, c'est donc tout ça qui explique pourquoi je me suis lancé dans cette aventure que j'ose qualifier de folle, qui était de lancer cette gigantesque étude, quand même 3560 femmes postménopausées, encore environ 2000 femmes qui participent de façon active à l'étude. Et je vous remercie, je profite pour vous remercier d'avoir fait l'effort de participer à cette étude, puisque vous êtes venus pour mesurer la masse osseuse, mais également pour bénéficier d'un différents questionnaires. Et a priori, tous les 1 à 2 ans, donc on vous téléphone pour savoir si vous avez des nouveaux facteurs de risque, s'il y a eu des changements dans vos facteurs de risque existants, et surtout évidemment de savoir si vous avez présenté une fracture. Alors on valide ces fractures par l'obtention des radiographies. Donc on a une base de données qui est extrêmement solide et qui nous a permis de développer, vous sera présenté, de développer des modèles de prédiction de risque fracturaire. Donc les principaux objectifs, c'était ça. Quand j'ai lancé le cohorte pendant 10 ans, maintenant on a déjà dépassé les 10 ans, parce que l'inclusion a été entre 2007 et 2013, donc peut-être que certains d'entre vous sont déjà à 15 ans de suivi. Et nous avons, ça c'était le but initial, modèle à 10 ans. Puis pendant le développement est venu un concept nouveau qui sont les fractures imminentes. Ça veut dire quoi? C'est les fractures qui surviennent dans les 2 années qui suivent le moment où on évalue la patiente ou le moment où il y a une fracture. C'est seulement à ce moment-là qu'on va évaluer. Pourquoi? Puisque une fracture est un risque majeur pour une autre fracture. Et donc nous avons développé, nous avons publié dans des grands journaux scientifiques, des journaux mondiaux, ce modèle pour les fractures imminentes. Nous avons publié un modèle de prédiction à 5 ans et nous travaillons actuellement sur le but initial, le modèle à 10 ans. Alors, est-ce que c'est la fin? Est-ce que Frisbee va s'arrêter? Si on coupe le vivre, c'est-à-dire les finances, oui, on s'arrêtera bien un jour. Mais en recherche, ce n'est jamais terminé. Et donc, nous est venue l'idée de retravailler ce concept de fracture imminente, mais en y intégrant des paramètres qui sont liés aux muscles, à la force musculaire, à l'équilibre et à la masse musculaire. Il y a une relation évidente entre muscles et os. Et c'est le concept, en fait, vous connaissez ce terme donc, de sarcopénie qu'on voit chez les gens âgés, où on voit les muscles littéralement fondre. Et donc certains d'entre vous ont
participé déjà à cette deuxième partie de Frisbee, qu'on appelle tout simplement Frisbee 2, où on fait des tests gériatriques, donc classiques, rien de bien extraordinaire, mais des tests qui renseignent sur la force musculaire, sur l'équilibre, sur la vitesse de marche, toutes choses qui sont des facteurs de risque de masse musculaire basse et donc de chute. Et nous mesurons la masse corporelle maigre, donc la masse musculaire, en même temps que nous mesurons la masse osseuse. Alors, je profite de cet exposé pour remercier d'abord les organismes qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider, particulièrement notre hôpital, le CHU Brugmann, et sa direction, que je voudrais remercier encore. Iris Recherche, qui était un organisme dépendant des hôpitaux Iris et qui donnait ce qu'on appelle des grants, donc des subsides pour faire de la recherche. Malheureusement, l'argent s'est épuisé, donc il faudra chercher d'autres sources. Et l'équipe, je ne vais pas vous ennuyer avec tous les noms, mais sachez évidemment, ce n'est évidemment pas moi tout seul qui fait ça, c'est de la folie furieuse. Il y a toute une équipe derrière moi, professeur Bergman, que vous avez entendu, et vous entendrez également d'autres personnes. Je voudrais souligner ici le rôle des coordinatrices de l'étude et des secrétaires. Ce sont elles qui vous téléphonent, a priori chaque année, sauf lorsqu'elles sont un peu en retard. Et là, vous voyez ici que dans les coordinatrices, j'en ai déjà usé 3. Et donc, c'est la 4e qui est ici présente, toujours vivante. Et je la remercie, elle aussi, pour le travail superbe qu'elle fait et aussi pour avoir organisé toute cette réunion aujourd'hui. Voilà, moi j'en ai terminé, j'ai assez parlé et je vous remercie à tous pour votre aide et votre participation.